Bonjour chers amis du Cercle Aristote, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et non, aujourd'hui, pas de grands sujets, pas de grandes conférences académiques, pas de grands sujets théoriques, puisqu'aujourd'hui on est les deux mains dans le terrain avec notre ami du jour qu'on est très heureux de recevoir sur la chaîne. On en avait discuté il y a plusieurs semaines, il a enfin pris le temps de venir faire cette interview. Pierre-Guillaume Mercadal, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, Nicolas. C'est normal, hein, évidemment, soutien total à votre cause et la cause agricole. On va en reparler là justement de la cause agricole et de toute votre actualité durant cette vidéo. Première question, voilà, nous enregistrons cette vidéo le 10 juin. Le lundi 10 juin 2024. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas sur la chaîne, parce qu'il en existe, je suis sûr, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et puis après on reparlera justement de votre affaire et de ce qui vous a fait connaître, entre guillemets, dans le bien et dans malheureusement le moins bien. Donc, je suis Pierre-Guillaume Mercadal, je suis éleveur de cochons laineux à Montjoie, dans le sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai été victime de techniques assez douteuses par rapport au chemin d'accès menant à ma propriété. En gros, j'ai eu un conflit contre un lord anglais avec l'appui absolu du maire et du grand baron de l'Occitanie, qui est Jean-Michel Baillet. Donc cette affaire dure depuis 7 ans, hein. Il y a pas mal de vidéos sur Internet depuis que Papacito, qui est alias Hugo Gilles Jiménez, qui est un de mes meilleurs amis, a mis ça en lumière, étant donné que Monsieur Bailey est le premier, comment dirais-je, le premier patron de presse régionale de France et vice-président de l'organisme qui négocie avec l'État français les subventions de la presse écrite. La presse écrite, non, vous voulez pas cette affaire. Donc, après 5 ans, on a fini par la médiatiser. Et donc, pour expliquer un petit peu à vos spectateurs, j'ai vécu bon, des gros problèmes d'accès à mon domicile et mon exploitation, bien évidemment, mais j'ai vécu coupure de courant, vol d'animaux, meurtre d'animaux, tentative d'assassinat contre moi, et c'est allé jusqu'à vraiment le massacre de mes animaux, en fait, d'abord à coups de fusil, puis avec du poison, puis avec une maladie qui fait qu'on a dû m'abattre tout mon cheptel le mois où je devais enfin lancer mes salaisons. Donc voilà, ça a été très très dur, mais à côté de ça, on a gagné un grand soutien populaire. On a balancé énormément de casseroles et d'accusations lourdes et graves et assumées contre le maire de ma commune, contre Jean-Michel Baillet, etc. On n'a jamais été poursuivi en diffamation. Euh, Là, à l'heure actuelle, j'ai 4 procès qu'on m'a regroupés à la fin du mois pour cyberharcèlement, parce que j'ai fait 6 vidéos contre ces gens-là, en appelant en plus à chaque fois à ne pas les harceler et à ne pas s'en prendre à eux. Alors qu'à titre de comparaison, le journal La Dépêche, qui est l'un des journaux qui appartiennent à M. Bailey, a fait 41 articles sur moi sans jamais se déplacer sur mon exploitation ou me demander mon avis. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je les poursuis en diffamation, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà un petit peu. Bon, pour ceux que cette histoire intéresse, il existe tout un tas de vidéos retrouvables sur YouTube. Celle faite avec Papacito et celle que j'ai dû faire seul, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube L'Arche de Montjoie. Oui, et puis alors merci pour ce résumé. Et il y a un moment qui est absolument poignant, et pour moi qui suis à la fois proche de la condition agricole, mais en même temps un ami, les gens pourront retrouver sur Internet, un ami de la cause animale et de la biodiversité. Il y a un moment qui est absolument déchirant. C'est justement au début de cette année, hein, plus tôt dans cette année, cet abattage forcé à cause de maladies. Premièrement, la première question, c'est comment vous avez vécu ça, comment ça s'est remis, parce qu'après, on parlera justement de la cagnotte et des projets, mais ce moment difficile, comment ça s'est, au-delà de l'aspect affaire judiciaire, au niveau humain, comment ça s'est ressenti, ça s'est passé, parce que j'imagine que pour un éleveur qui passe plusieurs heures dans la journée chaque jour avec ses bêtes, ça doit être particulièrement difficile. C'est très compliqué. Euh, je vais vous dire, en fait, ça m'a permis de réaliser une chose. Alors, risque en disant ça de choquer certains de vos spectateurs, mais ils comprendront ensuite. Du coup, ça m'a fait évoluer. Jusque-là, je pensais que le suicide, c'était un peu quelque chose d'adolescent. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'était un peu un appel au secours, plus que voilà. Et en fait, quand on m'a confirmé les deuxièmes analyses,
et que j'étais à train à ce moment-là de me mettre en place pour les nourrir. Euh, Bah, j'ai eu franchement ouais, des heures très 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 compliquées où on peut parler à personne et où on a juste envie que ça, voilà, d'appuyer sur le bouton off, quoi, que tout s'arrête. Donc ça m'a permis de réaliser comment on pouvait se suicider et de comprendre ce que c'était ces sentiments-là et de motiver d'autant plus à la création de ce qu'on est en train de mettre en place grâce à la cagnotte, étant donné que ben, on a créé une cagnotte qui, sans aucun soutien de la presse ou autre, juste avec les gens qui nous suivent et nous soutiennent sur les réseaux, a soulevé quand même à l'heure actuelle, on est quasiment à 517 000 euros. Donc c'est absolument colossal. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit des dernières décennies la dégradation des conditions de vie et de la difficulté du monde paysan et du nombre de personnes et surtout du nombre de morts par jour que ça engendre, hein, au-delà des pollutions, surtout par suicide justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de génocide du paysan français sur Oui. une période de longue durée, hein? On ne parle pas de massacres comme dans des guerres comme actuellement à Gaza ou autre, ou en Ukraine. Là, on parle vraiment de génocide sur le temps long. Est-ce que quel état on peut faire de la paysannerie française aujourd'hui? Ben, on peut faire le constat suivant, c'est que effectivement, on assiste à ce qu'on pourrait qualifier de génocide, puisque c'est le gouvernement détruit sciemment le monde agricole, hein. C'est vraiment planifié. Ils continuent, ils nous ont fait des annonces récemment qu'ils n'ont absolument pas tenues. La nouvelle loi agricole qu'ils sont en train de mettre en place vient absolument parachever ce dont on se plaint, donc c'est absolument ridicule. Euh, donc oui, on assiste vraiment à un génocide, mais à l'heure actuelle, le combat n'est pas perdu. Le monde agricole veut se battre, le monde agricole se bat, et il y a encore de l'espoir, mais, mais c'est très difficile parce en fait, on est soumis à une concurrence absolument déloyale et qui n'existe pas ailleurs. Parce qu'en fait, quel que soit le produit que vous faites, il y a des normes normalement à respecter. Vous voyez, des normes NF sur tout type de produit. Je sais pas si vous voulez faire un aspirateur, des baskets, n'importe quoi. Et c'est déjà compliqué avec des normes à respecter de faire face à la concurrence étrangère. Mais quand pour nous, alors que ce qu'on mange, enfin, l'alimentation, c'est quand même le premier médicament, c'est quand même fondamental ce qu'on met dans notre corps. Euh, bah, sur ça, il y a aucune, voilà, si dans le cadre des accords de libre-échange, il n'y a plus rien qui tient. Donc on peut vous ramener du poulet aux hormones d'Ukraine, du Brésil, il y a aucun problème. Et on continue et on augmente. Et à côté de ça, nous en France, on doit produire dans une certaine éthique. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, bah, le libre-échange fait qu'il y a des gros problèmes de revenus pour les paysans, en fait, parce que les paysans n'arrivent plus à vendre leurs produits à un prix qui leur permet de manger. En fait, ils sont même obligés bien souvent de vendre à perte. Et ça, c'est tout simplement pas possible. Oui, d'ailleurs, on l'a vu, cette résistance du monde paysan. Alors, on la voit tous les jours sur les réseaux sociaux pour les gens qui sont intéressés par cette thématique, mais on l'a vu de manière cinglante lors de la descente de Jupiter Ier au Salon de l'Agriculture. Et on a cette image, justement, parce qu'on rappelle, vous faites plus de 2 mètres, Pierre-Guillaume, et on a cette image, justement, un peu inversée, c'est-à-dire que quand on vous voit en un contre un, on pourrait dire l'histoire de David et Goliath, c'est vous Goliath, mais en fait, c'est un peu les mondes des petits paysans que vous représentez avec d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs. Ouais. C'est un peu vous, David, face à ce Goliath, qui est Bah oui. cette institution européenne et ce gouvernement. Alors racontez-nous un peu justement cet épisode du Salon d'agriculture et cette résistance qu'on retrouve, en tout cas en grande partie, En fait, dans le monde de la paysannerie française. ouais, nous, on voulait venir bah, discuter avec Emmanuel Macron, en fait, et lui exprimer à la fois notre ras-le-bol et notre désespoir, un petit peu. Et en fait, bah, il a gentiment voulu nous la faire à l'envers, hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé au Salon de l'Agriculture 2 heures avant l'ouverture des portes et qu'il voulait gentiment filer à l'anglaise. Sauf qu'il y a eu une première équipe de paysans qui avait réussi à passer plus ou moins en forçant, plus ou moins à l'anglaise de bonne heure. Et nous, quand on est arrivé, tout était fermé. On était des centaines à être montés de toute la France à nos frais. Enfin, voilà, c'est pas gratuit, se loger sur Paris, le train, tout ça. Et donc, en fait, ben, on a décidé de forcer les grilles, en fait. Donc on a fait sauter les verrous de l'entrée. Et puis voilà, on a forcé gentiment, en respectant les forces de l'ordre, hein, parce qu'on est tous plutôt patriotes, hein, amoureux de notre pays.
et pas, enfin, eux-mêmes étaient pas nos ennemis, en fait, hein, pas une minute. Mais du coup, Monsieur Macron nous a absolument pas fait face. C'était un salon de l'agriculture Potemkin, en fait, hein. C'est-à-dire que tout était fermé. Il passait dans des couloirs ultra verrouillés, et puis il a passé plus de la moitié de la journée dans un bâtiment qu'il a entièrement fermé. Les gens, même à l'extérieur, pétaient les plombs, se mettaient à chanter la Marseillaise, enfin, parce que les gens ont mis des heures avant que le salon de l'agriculture leur soit ouvert, parce qu'il a passé la matinée dans le hall où il y a les animaux pour les concours, donc tout ce qui va être vaches, chèvres, moutons, etc. Et donc du coup le public a pu rentrer, je sais plus l'heure, je me souviens plus comme ça, je crois que c'était à 11h30, 11h ou 11h30. Et jusque-là, les gens ont passé 2-3 heures bloqués devant les grilles à attendre que Maître Macron change de bâtiment. C'était jamais arrivé dans un salon de l'agriculture, hein. Jusqu'à présent, les présidents avaient plutôt droit à des bains de foule, bon, parfois un peu à des colibés ou à des œufs, mais c'était assez rare et ils avaient jamais eu besoin de ça. Enfin, il faut s'imaginer qu'il y avait 7 compagnies de CRS et que devant le remue-ménage qu'on faisait alors qu'on n'était pas violent, devant le remue-ménage, ils ont ramené 2 compagnies de gendarmes mobiles supplémentaires. C'est-à-dire que vous aviez plus de 1000 mecs en armure pour que Macron puisse faire une journée au salon de l'agriculture. C'est un truc qui a coûté une fortune à l'État français pour un coup de com' désastreux, quoi. Et Et je précise oui. qu'il a fini la journée en disant que c'était dommage que le salon de l'agriculture ait été gâché par des imposteurs. Fallait oser quand même. Fallait oser dire aux paysans qui montent à leurs frais que c'est eux les imposteurs. Ah, mais vous savez, connaissez Cachés l'expression, hein, derrière 12 c'est compagnies, quoi. vous connaissez l'expression, ça ose tout, c'est même ça qu'on les reconnaît, hein. Ah oui, 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 non, mais je suis bien d'accord avec cette expression, ouais. Est-ce que, parlant justement de ce régime, est-ce que, oui, parce que les médias occidentaux se permettent de dire le régime chinois ou le régime russe, donc nous on va se permettre de dire le régime macronien. Est-ce que le régime macronien est aujourd'hui le symbole, pour vous, voilà, le paravent maximum de cette déconnexion entre des élites oligarchiques et le monde du terroir, des paysans, des gens qui travaillent la terre que vous représentez? Mais complètement, mais en fait, moi, plus j'avance, plus je me dis qu'en fait, on n'est même pas face à une déconnexion. C'est-à-dire, pour moi, ces gens, c'est pas qu'ils nous comprennent pas. Je pense qu'ils le comprennent parfaitement et qu'ils s'en tapent, en fait. Parce que je pense que tout ça est tout à fait volontaire. Parce que si on est pragmatique 30 secondes, je veux dire, les gens ont droit d'en avoir rien à foutre des paysans. C'est après tout. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous, on n'est plus là, on sera plus là. Et au rythme où ça va, c'est ce qui va se passer, hein. Donc, je vous promets que soit dans l'été, soit à l'automne, il va se passer des dingueries, hein, parce que les gens, là, sont prêts à aller en prison, hein. De toute façon, sinon, ils vont disparaître. Euh, il faut que les gens comprennent que c'est la souveraineté alimentaire du pays qui est en jeu et que c'est vraiment, d'ailleurs, enfin, c'était l'une des bases du général de Gaulle, hein, l'énergie et l'alimentation. Et en fait, le jour où on perd ça, on devient le pantin, pour être poli, des pays qui vont nous nourrir, en fait. On ne disposera plus d'aucun droit. Après, on installe une sécurité privée à la place de la police au nom de telle ou telle réforme, et puis c'est fini, on vit à Disneyland, quoi. Mais là, ce qui est en train de se passer, et en plus, c'est ce qu'ils sont en train de mettre dans la nouvelle loi agricole, c'est la vente des terres agricoles au consortium étranger. C'est toujours plus favoriser la spéculation, alors qu'en fait, vous avez énormément de jeunes qui veulent s'installer dans l'agriculture. Le problème, c'est que financièrement, c'est très lourd, que l'accès aux terres est très compliqué parce que on favorise la spéculation des marchés financiers pour récupérer les terres agricoles. Et du coup, les jeunes ne peuvent pas acquérir de terres et ne peuvent pas s'installer. Et c'est une catastrophe. Parce que, et je parle pas pour le coup de la guerre, mais je parle du fait que l'Ukraine, toutes les bonnes terres agricoles d'Ukraine appartiennent à BlackRock et aux États-Unis, en fait. Et là, actuellement, tout le poulet et les céréales qu'on nous rentre d'Ukraine, c'est pas des producteurs ukrainiens. C'est uniquement des multinationales américaines. C'est quand même un truc de fou, hein, ça, c'est pas du complotisme, c'est pas, enfin, c'est archi factuel. Justement, cette question de la souveraineté alimentaire, aujourd'hui, elle devient centrale, alors que quand même, historiquement, la France est quand même un pays agricole, même exportateur de denrées agricoles de très haute valeur ajoutée, qu'un des pays les plus productifs de l'histoire de l'humanité en termes agricoles. Bien On est sûr. bien d'accord que la fin de l'agriculture française, c'est la fin du pays français de manière générale qui a plus de 1000 ans. Bah, de toute façon, un paysan, c'est quoi? C'est l'artisan du pays, hein, factuellement.
Donc ça veut dire que déjà nos paysages ne ressembleront plus aux mêmes choses parce qu'en fait toutes les cosses seront abandonnées. Il restera des petites zones de montagne ou autres avec des produits, comment dire, d'appellation spéciale qui survivront en montagne. Mais en gros, toutes les grandes terres de plaine ou alluvionnaires seront à des grands groupes et l'Écosse sera abandonnée. Oui, c'est ça qui nous attend. Et puis c'est la fin, effectivement, si la paysannerie disparaît, de l'âme de la France. Parce que bon, la République, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, la Révolution, c'est quand même avant tout un mouvement bourgeois et maçonnique. Euh, la paysannerie, c'est historiquement l'âme de la France. Et c'est, enfin, si ce qui nous fait rêver, c'est la France républicaine, peut-être pas. Si ce qui nous fait rêver, c'est la France avec un grand F, oui, alors l'âme, c'est la paysannerie. Et puis, ben, on parlait justement de l'âme de la paysannerie. Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler un peu de l'avenir, puisque vous allez lancer très prochainement, peut-être déjà, ce sera déjà peut-être lancé le temps que cette vidéo sorte, Sésame, justement, avec un S à la fin. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ces projets parce on a fait un peu le constat, et maintenant, ben, les deux questions qu'on se pose, c'est un, qu'est-ce que vous allez mettre en place, et de deux, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Bah écoute, on va aller de l'avant en créant Sésame. Donc Sésame, c'est le service d'entraide et de soutien des exploitations agricoles et de maintien des exploitations sensibles. Euh, donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif pour laquelle on va essayer de se battre pour obtenir le statut d'utilité publique. Et cette association a pour but d'accompagner le monde agricole sur trois volets. Donc le volet social, donc déjà bah, le fait d'éviter les suicides, parce que tu en parlais en tout début d'émission, il y a un paysan qui réussit son suicide tous les 2 jours. Et on parle de faire réussir, le mot est affreux, mais enfin qui se tue, dirons-nous, de par son suicide. Mais il y en a combien qui essayent quotidiennement et qui échouent ou qui sont arrêtés par des proches, ou voilà. Donc un volet social déjà pour essayer de remonter un petit peu le moral des mecs qui sont en grande difficulté, de les mettre au vert, de leur faire tourner l'exploitation quelques jours, de trouver des solutions. Un volet juridique pour accompagner et conseiller ceux qui font face à des problèmes qui les dépassent ou qui les broient comme j'ai pu le vivre. Et un volet fiscal pour les conseiller sur l'orientation de leur exploitation, la façon de déclarer les choses en toute légalité, mais d'optimiser quand ils le peuvent, etc., pour qu'ils arrivent à dégager un revenu. Donc le but, c'est vraiment tout d'abord de limiter les suicides et après bah, d'éviter que des fermes disparaissent et de prendre les problèmes le plus en amont possible pour éviter bah, que ça fasse trop d'effet boule de neige et de pouvoir sauver les mecs quand c'est possible. Et si on obtient le statut d'utilité publique, à ce moment-là, on envisagera carrément euh, peut-être parfois des soutiens un peu financiers ou de garantie ou de voilà. Ça, c'est ce qui est à l'étude en ce moment. Parce qu'en fait, si on crée ça, c'est parce que donc, bah, comme tu l'as dit, moi, il y a une cagnotte qui m'a sauvé en fait, qui a levé 517 000 euros, ce qui dépasse très largement tout ce qu'on espérait. Donc moi, j'avais dit aux gens enfin Hugo Papacito avait dit aux gens que on en donnerait la moitié à la création d'une association. Vu les proportions que ça a pris, bon, moi, je me suis plafonné à 125 000 euros, ce qui est déjà colossal, hein, qui va me permettre de racheter mes cochons, etc. Enfin, c'est fabuleux. J'en ai reversé donc la moitié de ma moitié de façon privée. Et après, tout ce qu'il y a au-dessus des 250, en fait, on le met dans l'association. Et à l'avenir, tout ce qui rentrera sur cette cagnotte, tant qu'on va la laisser, ira dedans. Et puis dès que l'association aura son compte en banque et tout ça, là, on fera en sorte que les gens virent directement les sous à l'association pour pouvoir bah, même un petit peu défiscaliser. Et si on a le statut d'utilité publique, là, il n'y aura plus de limite de dons, ce sera défiscalisé à 75%. Et donc, on pourra lever vraiment des gros fonds pour le monde agricole, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc voilà, nous, le but, c'est de donner de l'espoir à tout le monde et de créer quelque chose qui nous dépasse hein, pour aider les autres et pour faire honneur à ceux qui nous ont sauvés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans cet esprit-là aussi, on a organisé un banquet ce week-end de remerciements euh, voilà, à ceux qui nous avaient soutenus et qui a été un moment vraiment d'une grande convivialité, vraiment génial. Oui, et puis comment expliquer alors, on peut l'expliquer voilà, de par la popularité des vidéos et de l'appel et de l'injustice qui est ressentie. Hein. Donc, quand même, le peuple français, de manière générale, est un peuple qui
supportent très mal l'injustice, historiquement dans l'histoire, on l'a vu. Mais au-delà de votre cas personnel, comment est-ce qu'on peut expliquer ce soutien assez incroyable? Parce que vous avez récolté en quelques semaines 4 fois plus que ce que vous auriez eu besoin pour vous remettre sur pied. Non, non, on n'avait pas demandé 125 000 euros. Ça, c'est ce que j'ai gardé parce que ça me payait la sécurisation de l'élevage avec des grosses caméras, l'achat de tous les cochons, etc. Nous, la somme qu'on visait initialement, on se disait que si on avait 50 000 euros, disons que on n'aurait pas pu tout faire, mais que l'espoir n'était pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on Mhm. pouvait continuer à faire un peu quelque chose. Parce que dans ces cas-là, vu que c'est l'État qui tue les animaux, les indemnisations sont assez dérisoires. Euh, et donc, on demandait 50 000. Et là, Donc, on est à 517 000. donc Donc, 10 on fois est plus. à presque 11 fois. C'est colossal, hein. Faut quand même le... Donc, concernant ce que tu disais au niveau du soutien populaire, bah, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà que Hugo ou Papacito jouit d'une très bonne image, assez incorruptible, dirons-nous, et enfin, qui est quelqu'un de très droit et qui se bat pour des causes justes. Le fait que les gens aiment leurs paysans et la paysannerie aussi. Et puis le fait en fait que les gens ont vu l'évolution depuis qu'Hugo a mis la chose en lumière, ont vu les choses, ont vu que par exemple la première vidéo qu'il a faite euh, a été censurée sur ordre du gouvernement. C'est-à-dire que c'était carrément affiché sur YouTube, vidéo censurée à la demande du gouvernement français. La vidéo était visible dans le monde entier sauf en France. Si vous aviez un VPN, vous pouviez la regarder, mais sans VPN, c'était plus visible. La deuxième vidéo a entraîné la suppression de son compte. On lui a fait des procès absolument lunaires. Euh, Moi, on m'en fait aussi que. Mais après, les gens, il leur suffit de voir par eux-mêmes. Moi, par exemple, le maître de la région Occitanie, qui est Monsieur Bailey, qui refusait de me faire face depuis toujours, hein, avec qui je n'avais jamais discuté, j'ai réussi à lui faire face sur le marché de sa ville il y a quelques semaines en arrière. L'altercation, si on peut appeler ça une altercation, a duré 8 minutes 30. Elle est visible en intégralité sur notre chaîne YouTube, là, sur l'Arche de Montjoie. Euh, je, veux- je veux dire, je n'ai rien coupé, de avant que j'arrive jusqu'à sa hauteur, jusqu'à ce que je parte. Dans la dépêche, le lendemain, il parlait de menaces de mort et d'un guet-apens, d'une agression qui avait duré 30 minutes. Et moi, 2 heures après avoir publié la vidéo sur Internet, j'ai reçu à 20h30, sachant qu'à 21h, ils peuvent plus, 20h30, perquisition de la gendarmerie, 46 heures de garde à vue, demande de mise en détention, alors qu'il n'y a pas de violence, pas d'insultes, pas de menaces, pas de contact physique, hein, c'est absolument lunaire. Mais c'est là qu'on voit qu'en France, les préfets et les procureurs sont des gens qui sont là uniquement pour faire carrière et qui obéissent au pouvoir de façon absolument servile et qui n'ont rien à faire de la justice. Mais Je dirais pas la même chose des juges qui m'ont jamais déçu jusqu'à présent, mais au niveau des procureurs et des préfets, c'est une catastrophe. Et comment est-ce que donc sur le volet judiciaire, est-ce que justement au bout de ces 46 heures de garde à vue, hein, complètement lunaire comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avait été reproché ou finalement ils ont dit bah finalement il y a rien quoi. Alors non, alors Monsieur Bailey avait parlé de menaces de mort. Bon, bien sûr, ça n'a pas été retenu. Donc, ce qu'ils ont gardé au niveau de la garde à vue, c'est cyberharcèlement euh, ayant altéré la qualité de vie, hein. Donc, on est sur des gens qui n'ont pas d'ITT. Donc, je sais pas, Monsieur Bailey, altérer sa qualité de vie, je sais pas, peut-être que dans une des 17 salles de bain de son château, il y a plus d'eau chaude, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai altéré, d'ailleurs, je m'en fous. Mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que ces gens m'ont fait tout vivre. Enfin, si j'ai un tel soutien, c'est parce que j'ai pu prouver ce que je dis. On a été quand même dans la première vidéo jusqu'à faire témoigner un mec qui a été payé pour me buter, qui reconnaît avoir pris 40 000 euros, qui s'est fait attraper, qui en garde à vue a reconnu les faits, qui n'est pas venu le jour de son jugement et qui n'avait pas d'avocat. Et là, grand hasard du calendrier, le procureur de Montauban qui demande à requalifier les faits le concernant. Et donc l'avocate de l'homme qui avait amené l'équipe qui devait s'occuper de moi chez moi s'est jetée sur le procureur en disant mais ce monsieur n'est pas là, il n'a pas d'avocat, vous n'avez pas le droit de requalifier les faits. Et donc le procureur s'est retrouvé à plaider la relaxe pour un mec fiché au grand banditisme, en récidive et qui avait avoué en garde à vue. C'est
absolument dingue. Il l'a admis face caméra, alors que la dépêche, à ce moment-là, dès le lendemain, titrait «Les menaces contre l'éleveur porcin se finissent en eau de boudin». Voilà, toujours pareil, hein, la dépêche qui appartient à Jean-Michel Bailey, etc., etc. Voilà, c'est le genre de choses, de toutes petites injustices, hein, comme ça que j'ai pu vivre, qui font que les gens soutiennent et que les gens sont écœurés. Et puis après, bah, depuis 2 ans qu'on médiatise tout ça, j'ai reçu des centaines de personnes à la maison qui ont pu voir. Là, quand on m'a tué les cochons, il y a carrément eu une engueulade qu'on n'a pas diffusée réellement. On n'a mis que quelques bribes, mais on n'a pas diffusé l'engueulade entre les services vétérinaires et les carissages parce que je vous ai dit en tout début que le problème c'était une histoire de chemin d'accès à chez moi. Et les camions d'équarrissage censés venir récupérer mes bêtes malades, contagieuses, etc., ne pouvaient pas descendre. Donc, on s'est retrouvé à ce que la préfecture saisisse, enfin, réquisitionne un camion de chantier, un camion de TP, absolument pas étanche, dans lequel une pelle mécanique, en déchirant certains en deux, balançait mes cochons, le tout sous la pluie. Donc, vous aviez, bah, comme quand un animal meurt, hein, le sang, voilà, les excréments qui sont expulsés, enfin le sang, l'urine et les excréments, pardon, le sang bah, lié à l'euthanasie, et tout ça avec l'eau de pluie et qui coulait par des camions pas étanches pour après aller en haut de mon chemin et de nouveau avec la pelle mécanique, balancer ça dans le camion d'équarrissage. Enfin, c'était un truc de fou. Ça n'existe pas des cas comme ça en fait. Du coup, la préfecture s'est retrouvée obligée de faire des travaux. Oui, c'est ça le truc en plus. Excusez-moi, je n'ai pas expliqué les choses dans le bon ordre. La préfecture a fait des travaux en catastrophe les jours avant l'arrivée de l'équarrissage, travaux qui n'ont pas suffi à faire descendre les camions. Et ça fait des années qu'on médiatise ça. Mon cas personnel pourrait être réglé en 2 coups de cuillère à peau. C'est-à-dire qu'il suffit soit de me vendre le chemin et que je fasse les travaux, soit que l'État fasse les travaux, en fait, puisque j'ai le droit d'avoir un chemin d'accès décent à mon habitation et mon exploitation, étant donné qu'on m'a donné des permis de construire et d'exploiter, quoi. Euh, la mairie ne fait rien, en fait. N'en parle pas en conseil municipal, n'essaye pas ni de me vendre le chemin, ni de faire des travaux, et joue, comme d'habitude, à pourrir la situation et à essayer de me pousser à la faute. Bon, voilà ce que je vis depuis bientôt 7 ans. Mais grâce au soutien des gens, on va quand même y arriver. Avec le recul, est-ce que vous auriez imaginé une seule seconde que quand vous aviez commencé votre exploitation il y a 7 ans, juste pour faire voilà, de la production de cochons laineux voilà, dans le sud-ouest, de manière voilà, bio, locale, etc. Est-ce que vous imaginiez une escalade pareille qui culmine à ce que vous expliquez aujourd'hui? Ah mais enfin jamais de la vie. Enfin, moi à partir du C'est un moment où j'avais roman cette histoire, commencé, c'est un roman, c'est incroyable. non mais c'est ben en fait c'est ce que tout le monde me dit d'écrire un livre ou de faire un film, mais comment vous dire, si j'avais su, j'aurais probablement pas acheté là. Mais à partir du moment où j'y étais, enfin moi le Tarn-et-Garonne, c'est la terre de mes ancêtres. À partir du moment où j'y étais, j'y suis, j'y reste, on ira jusqu'au bout, hein. Donc voilà. Mais non, j'aurais jamais pu imaginer ça. Puis si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui vit sans la télé. Euh, il y a 2 ans en arrière, j'avais même pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire que bon, il y a une chose où je me suis pas trompé au final, c'est que je m'informais toujours par YouTube et uniquement par YouTube. Et quand je vois que le seul endroit où mon cas a pu sortir, c'est YouTube et pas la presse aux ordres, même s'il faut rendre à César ce qui est à César, le Figaro a fait un article très, très cordial sur la cagnotte et les 500 000 euros. Mais sinon, la presse, en fait, a repris bêtement les trucs de Jean-Michel Bailey, a expliqué, voilà, vu qu'Hugo m'avait médiatisé, j'étais un nazi. Enfin, voilà, c'était fabuleux, quoi. Mais ouais, justement, maintenant vous allez aller jusqu'au bout et en plus vous avez un soutien, populaire, massif. D'ailleurs qu'on évidemment que l'équipe du Cercle Aristote, dont je suis le porte-parole aujourd'hui, évidemment, soutient. C'est pour ça qu'on vous reçoit, sur la chaîne et qu'on relayera le plus possible, vos projets. Justement maintenant, avec ce soutien populaire, cette nouvelle, médiatisation en bien et en mal, hein, ça dépend de quel côté que vous avez expliqué, via quel biais de médias on vous observe. Quels sont justement maintenant vos projets là pour la suite de l'année, non seulement à titre personnel pour la remise de votre exploitation, mais aussi collectif? Alors ben moi, je suis en train de finir mes travaux pour remettre des cochons dans mon exploitation d'ici à la fin du mois. Et donc après, ben moi, mes projets, c'est donc de pousser cette association pour arriver à lever de grands fonds et à sauver des centaines, voire des milliers de gens, parce qu'il y a vraiment urgence, hein. Faut sauver les fermes et puis il faut sauver les paysans. Faut limiter
je sais pas si on pourra les éviter totalement, mais en tout cas, tout faire pour limiter le plus possible ces suicides catastrophiques. Et puis après, bah, ça va être aussi de militer avec le monde agricole bah, pour sa sauvegarde, en fait, de remuer ciel et terre pour arriver à faire changer les choses et à ce que le gouvernement se soucie un petit peu de la France, de la souveraineté alimentaire et de la survie du monde agricole, parce que là, ils sont en train de nous tuer et c'est plus possible. Comment est-ce que, ce sera la dernière question, voilà, on va aller sur quelque chose de constructif et de positif, comme on essaye toujours de le faire au Cercle Aristote. Euh, Dernière question, comment est-ce que les gens, soit qui sont des militants de la cause souverainiste, ou alors des gens qui tombent sur cette vidéo, ou qui suivent le Cercle Aristote, comment est-ce que des gens, comment est-ce qu'on peut vous aider ou vous soutenir? Quelles sont les différentes façons de le faire pour les gens qui sont sensibles à cette cause-là? Et je sais qu'ils seront nombreux. Bah, ceux qui sont sensibles à cette cause-là, bah, nous relayer, nous médiatiser, nous aider à diffuser un peu la parole qu'on porte. Euh, pour ceux qui vivent, parce que j'entends bien que quand on vit dans une grande ville, c'est très compliqué, mais pour ceux qui vivent dans des zones assez reculées ou des petites villes, bah, essayer de consommer local aussi souvent que possible, d'autant qu'au final, quand on consomme en vente directe, ça revient pas du tout plus cher que d'aller au supermarché. Voilà, de soutenir leur monde agricole, éventuellement de donner pour l'association Sésame, ou de nous rejoindre comme bénévole. Mais voilà, d'essayer déjà, la première chose, ouais, pas mal, ça peut être, où que les gens soient en France, d'essayer de consommer local avec leurs producteurs. D'ailleurs, on va essayer avec Sésame de financer la création d'une appli et d'un site internet qui sera gratuit pour tout le monde dont le but sera qu'en fait le consommateur se connecte sur le site ou sur l'appli sur son téléphone et trouve directement les producteurs qui sont autour de chez lui en vente directe, les magasins de producteurs, etc. pour pouvoir consommer où qu'ils soient en France le plus sainement possible hein, et avec le moins d'intermédiaires possible. Donc ça, voilà, ça c'est un des projets qu'on a à notre petite échelle. Donc voilà, les gens, c'est la consommation, relayer ce que vit le monde paysan et pour ceux qui en ont envie, beh, proposer leur bras d'agir, quoi, d'aider. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas forcément le temps ou comme ça, mais qui soutiennent de loin, je rappelle que la cagnotte est encore en marche, en fonction. Tout à fait, la cagnotte est toujours en fonction, elle s'appelle Sauvons la ferme des cochons laineux et d'ici quelques semaines, on passera directement au fait de pouvoir faire les dons en ligne directe à l'association et où il y aura la possibilité, du coup, en plus de défiscaliser, comme pour toute association. Voilà. Et puis voilà, puis je rappelle comme message de fin, c'est que si vous voulez avoir plus d'informations justement sur l'association qui est en construction, sur l'actualité de Pierre Guillaume et non seulement de ses cochons laineux, mais aussi des actions sociales qu'il met en place, vous avez évidemment les comptes L'Arche de Montjoie. C'est juste, hein. Arche de Montjoie sur YouTube et Instagram, et notre Voilà. compte principal sur Instagram, c'est la ferme des cochons laineux, qui est le nom de l'exploitation, en fait. Pour vous tenir, voilà, c'est mieux quand Pierre Guillaume le dit, mais effectivement, à titre personnel, je suis également ces comptes. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à les suivre sur les différents réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram et autres, pour avoir les informations et évidemment rentrer en contact. Je rappelle également que c'est une vidéo de soutien, d'information, de mise en lumière des affaires de Pierre Guillaume, et que quelque part, plus la voix de Pierre Guillaume et de ses collègues est mise en valeur, plus le combat, on va dire, va se rééquilibrer. Pierre Guillaume, merci beaucoup d'avoir pris ce Exactement. temps pour l'interview pour la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Alors, merci à vous. Merci à vous pour le privilège et l'honneur que c'était. Euh, Pierre-Yves Rouvron a quand même régulièrement des analyses tout à fait brillantes. Donc, j'étais ravi d'être sur votre média. Et merci à vous. L'honneur était évidemment pour nous. Et puis, évidemment, chers amis du Cercle Aristote, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.